All right. Là, ça wreck. En fait, c'est ça. J'ai l'air bronzé parce que cette semaine, j'ai essayé un auto-bronzant. Okay. Dans le fond, OK. Attends, je vais juste tout rapprocher ça. Ça, rapprocher ça. Ça, rapprocher ça. C'est correct, ça? Ça. OK, là, c'est bon. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai essayé un auto-bronzant parce que moi, je fais de la rosacée, OK? Puis ça fait que je peux pas aller au soleil. Mais là, c'est une de mes amies qui m'a passé l'auto-bronzant. Puis c'est un push, tu te mets, elle dit, tu vas voir, c'est progressif. La première journée, tu le remarqueras pas. Tu veux-tu voir à quel point qu'on le remarque? Check ça, mon chum. Ça, c'est mon teint normal. Ah. Wow! Hey, t'as-tu vu l'émission de Friends? Non, mais j'en ai entendu parler beaucoup. C'est exactement ça. Là. C'est Ross qui s'en va se faire dans un push bronzage avec un push, une quoi de même. Là. Il finit exactement comme ça, 2 couleurs. Mais là, c'est ça. Regarde, dans le fond, juste pour finir l'épisode avec le bronzage, c'est que là, je voulais l'essayer pour voir progressivement que ça allait donner. Mais là, vu que moi, je savais pas que j'allais devenir orange, black, slash, je reviens de Cuba, moi, tout le reste de mon corps est blanc. Blanc, 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 blanc. Fait que ça fit. En tout cas, je viens de monter mes seins, mais ça fit plus. Ça fit plus. Ça marche plus. Non, mais c'est pas grave. Comment ça va, Pat? Ça va très bien. Merci. Grosse journée ou. Ouais, ben j'avais un entraînement sur la patinoire un matin parce que je m'entraîne à devenir un bon joueur de hockey pour un futur projet télévisuel après l'été. OK. Peux-tu nous en parler un peu ou. Pas trop, non, pas trop, mais écoute, je joue au hockey puis il faut que j'aille l'air bon. OK. Puis ça ressemble à quoi jusqu'à maintenant? Est-ce que tu es capable de patiner au moins un peu? Ou. Oui, là, j'ai vraiment l'air d'un joueur de hockey. Écoute, je travaille avec François Bordua, qui est une légende de coach de skating, de coach de hockey ici au Québec. Pendant l'été, tu as des Anthony Manta, tu as des Chris Letang qui s'entraînent avec lui pour leur skating pendant l'été, pendant le off-season. C'est un gars qui a une école de hockey aussi, qui a à peu près 250 joueurs. C'est lui qui s'occupe des voltigeurs de Drummondville aussi pour upgrader leur power skating. Fait que je suis allé le chercher, puis ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble. Puis là, ben là, regarde, ça paraît. Là. Écoute, je suis passé d'un gars qui tombait sur le cul à un gars qui fait des one-timers. Puis je suis bien fier de ça. Yes, sir. Puis c'est quoi, mettons, le point que tu avais le plus à travailler de ton hockey sense? Là? Tout. Breaker à gauche, plier les genoux. Écoute, juste à la fait d'équilibre. Tu sais, moi, j'ai joué au hockey avec des chums. Mais j'avais pas de fun. J'étais juste pour avoir être avec mes chums. Mais jouer au hockey comme tel, j'avais pas de fun. J'étais pourri, puis j'avais mal. J'étais tellement stiff. Là, j'ai du fun. Là, quand je m'en vais, quand je sais que j'ai un training sur la patinoire, je sais que je vais avoir du fun. Là, c'est le fun. Là, je suis rendu bon. On fait des drills, on fait plein d'affaires. Écoute, je patine de reculons, ça n'a pas d'allure. Bientôt, je sais pas si tu as vu ces vidéos-là. Là, c'est un gars sur TikTok qui fait des backflips sur la glace. Il saute dans les airs complètement, puis il fait un backflip. Le Canadien l'ont engagé dernièrement pour faire une vidéo. Là, ça a passé partout. Bientôt, c'est peut-être toi, ça. Là. Absolument pas. Ça n'arrivera jamais. Non, aucune chance. Puis, est-ce que ce qui s'en vient, justement, c'est une série télé? C'est un film? C'est quoi, au juste? C'est les deux. Écoute, je peux pas en dire trop, mais c'est les deux. Mais tu sais, ceux qui me suivent pas mal maintenant sur les réseaux savent que ça fait 2 ans que je me forme pour devenir comédien, pour devenir acteur. J'ai fait beaucoup de formations, je prends beaucoup de coaching. Une fois par semaine, je me fais coacher, je continue à prendre beaucoup de formations. Puis, j'essaie d'upgrader mon jeu devant la caméra. Puis, à date, ça va très, très bien. On a eu 3 grosses auditions, qu'on les a eu les 3, donc pour Plan B, pour Virage. Et là, dimanche prochain, je tourne les Honorables. Je commence à tourner les Honorables. Donc, des grosses productions. On a des deuxièmes rôles. Des deuxièmes rôles parlés. Donc, déjà là, ça va très vite, notre ascension dans ce monde-là. On n'a pas fait de figuration, on n'a pas fait de rien d'autre. On est passé directement dans les rôles parlés, des choses comme ça. Fait que c'est super le fun. Puis, je me suis découvert une nouvelle passion. Moi, j'ai vécu de ma passion pendant 15 ans de temps, les sports. Là, j'ai pris ma retraite. Là, je me suis placé. Puis là, à un moment donné, j'ai toujours voulu jouer, mais
quand j'ai commencé à me former, le premier coup, je suis allé dans les ateliers Fichot, qui est une école renommée pour devenir acteur. Ouais. Je me suis aperçu que c'est un métier qu'il faut apprendre. Je veux dire, ceux qui ont ça naturel, ils n'ont pas tant que ça. C'est un métier qui est ultra technique. C'est un métier qui faut que tu travailles beaucoup. Puis c'est un peu comme le sport. C'est un peu comme être un athlète. Il faut t'en faire pour devenir meilleur. Puis c'est ça que j'ai fait. Depuis 2 ans, je n'arrête pas d'en faire. Puis même si là, on a quand même des beaux rôles qu'on s'est fait donner, ben, je continue à prendre des formations aussi. Je fais des démos. Puis je tourne. Puis c'est ça. C'est une nouvelle passion que j'ai. C'est complètement une passion que j'ai découvert, puis je suis pas proche d'arrêter ça. C'est quoi qui t'a attiré justement là-dedans? Si on prend, mettons, ta carrière première qui était un combattant d'arts martiaux mix, pardon. C'est beaucoup de compétition, c'est très physique, c'est très combatif, gladiateur, tous ces adjectifs-là. Ouais. Là. Dans le fond, c'est quoi? Il y a une grosse différence entre les deux métiers. Pourquoi ça t'a amené là? Honnêtement, pas tant que ça. Écoute, à moins que tu ne reçois pas des coups de poing d'en face, mais c'est physique aussi. Tu utilises ton corps. C'est mon outil de travail, c'est mon corps encore. C'est la même chose. C'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de compétition là-dedans. Quand tu vas être un athlète professionnel, il faut que tu penses à toi aussi. Il faut que tu sois égoïste dans un certain point dans ton travail. C'est la même chose quand tu vas être un artiste. Je veux dire, il n'y a personne qui va te donner rien gratuit. Il faut que tu travailles fort, il faut que tu ailles le chercher. Puis tu vas avoir beaucoup de déceptions pour le travail que tu vas avoir. C'est un peu la même chose dans les combats. C'est un sport qui est tellement, comment je peux dire ça, inattendu et cruel aussi. Tu ne sais jamais, tu as bien beau t'entraîner fort, tu manges une shot et tu peux tomber, mais c'est la même chose. Tu as bien beau penser que tu as le rôle à 100 %, mais s'il n'y a pas ton casting, ben, ça ne marche pas. Fait que, faut que tu travailles. Puis pendant ma carrière, moi, j'ai joué dans des séries, mais je jouais mon propre rôle. Je faisais des caméos. Puis jouer mon propre rôle, je suis quand même bon là-dedans. Je veux dire, c'est pas très compliqué. J'imagine. Mais c'est ça. Jouer d'autres choses, jouer des rôles, ça m'a toujours intéressé. Puis, mais je ne pensais pas tomber en amour avec ce métier-là. Puis là, je peux te dire que là, je travaille beaucoup pour m'en aller là-dedans à temps plein. J'ai d'autres entreprises qui vont très bien. Ça marche bien au niveau de l'animation aussi, dans les médias. Mais là, au niveau de l'acting, écoute, c'est quelque chose que je veux pousser encore plus loin là-dedans. Tu es en train de prendre un step. Puis c'est Ouais, quoi? je pense que C'est quoi? Ouais. Ben, pour vrai, c'est très rapide. Moi, je trouve ça très rapide ce qui se passe pour toi. Comme tu dis, ça fait pas longtemps là, que tu sors de l'école des ateliers. Voyons. C'est quoi? Michaud, excuse-moi. Puis, tu as déjà des rôles, tu as déjà beaucoup de projets dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ça a été aussi rapide? Ben, écoute, j'ai les ateliers Fichot, j'ai fait des ateliers Fichot. Après ça, je me suis formé avec Jean-Pierre Bergeron. Puis après ça, j'ai fait d'autres formations avec Mélanie Pilon, qui, elle, j'ai trouvé la personne qui est restée pendant longtemps. Je travaille beaucoup avec Mathieu Blanchard, qui est mon coach de jeu présentement, avec lui qu'on a fait un démo aussi. Mon démo qu'on envoie toutes les fois qu'on a des demandes de casting. J'ai une équipe de gérance qui est incroyable, PPS Canada, avec mon gérant qui est Steve Godbout, mon attaché de presse qui est Marie-André Hood, qui reçoit des demandes de casting à tous les jours. Et après ça, ben, on postule. Puis écoute, s'ils aiment notre casting, ben, ils nous envoient une demande de self-tape maintenant. Il n'y a plus vraiment d'audition. Ils demandent de faire des self-tapes à cette heure. Puis c'est à toi de performer. Fait que je pense que ça va vite parce que je travaille. Je veux dire, ça a toujours été ça. Moi, là, dans ma carrière professionnelle là, en tant qu'athlète, je n'étais pas un grand athlète. Je n'étais pas un grand talent. Là. On s'entend, puis c'est correct, là, je le sais. Mais je me suis quand même rendu en combat de championnat du monde dans l'UFC parce que j'ai travaillé, parce que j'avais une tête de cochon, puis j'avais de la résilience. Pas parce que j'étais meilleur qu'un autre. Je n'étais pas un grand talent inné dans ce sport-là. Mais des fois, le talent inné, c'est pas tout. Il faut que tu sois travaillant. Puis je pense que c'est quelque chose que j'ai appris à travers les années. Puis là, maintenant, j'ai ça dans ma carrière de comédien maintenant, d'acting, que j'espère qu'il va se durer longtemps, mais je n'arrêterai jamais de travailler. Puis je pense que mener le travail, ça finit toujours par payer. Puis c'est vrai que ça va super vite. Quand le monde, j'en parle avec des gens qui sont là-dedans depuis longtemps, ils trouvent que ils disent, okay, ça va vite. Puis ils me disent quasiment je suis chanceux. Mais il m'a dit de quoi? Moi, je ne crois pas à la chance. Moi, ça fait 2 ans là, que je n'arrête pas. J'arrête pas de me former, j'arrête pas. Puis, je veux dire, quand on reçoit les demandes de casting, je fais la job, je me fais coacher pour la scène, puis après ça, je fais la scène. Donc, j'ai investi du temps, j'ai investi de l'argent pour être meilleur là-dedans.
Donc, au bout de la ligne, moi, je pense tout le temps que le travail finit toujours par rapporter. Vraiment. Tu es le Brendan Gallagher de maintenant de la comédie et Je suis un avant peu de plus la grand, par UFC. exemple. Ouais, exact. Mais, OK, ben that's it. Je suis vraiment content pour toi. En fait, là, effectivement, t'es un gros travailleur. Tu es un gars, comme tu dis, tu as d'autres compagnies sur le côté. Tu as une compagnie dans, j'allais dire le THC, mais c'est pas le THC, c'est dans le. En Voyons! CBD, mais tu sais, Le CBD. je suis associé dans une compagnie comme ça. Puis, je suis associé dans une autre compagnie aussi. On a des compagnies, j'ai deux compagnies qui vont très, très bien. L'animation à RDS, ça va super bien aussi pour l'UFC. Moi, je suis encore engagé par l'UFC. Je ne suis pas engagé par RDS. RDS a acheté les droits de l'UFC. Mais je suis engagé encore par la compagnie américaine, la compagnie UFC. Donc, ça fait Exact. des années et des années que je suis avec eux, puis on a une bonne relation. Puis j'adore ça. Ça fait 13 ans que je commente les combats. Donc, on a encore, notre contrat est encore bon pour 2 ans et demi. Donc, j'espère que ça va durer encore très longtemps. J'adore faire ça comme au premier jour. Tu sais, je pense que ça paraît. Moi, j'étais un fan de ce sport-là avant de devenir un athlète. Puis maintenant, j'étais à la retraite, mais j'étais encore un fan de ce sport-là. Je pense que ça paraît dans la manière que je décris les combats aussi. Ben oui, 100%, mais justement, à quel point tu es chanceux, même si tu ne crois pas à la chance, de pouvoir animer toutes ces galas-là, puis voir, tu sais, la UFC, là, en dehors d'être du combat, c'est des moments. Moi, c'est ça que j'aime de la UFC, c'est des moments que tu vis, c'est des moments qui marquent l'histoire, c'est des moments qui marquent aussi, tu sais, il y a de l'émotion dans la UFC. Ouais. Puis c'est quoi qui t'a le plus marqué justement dans tous les combats que tu as pu observer puis animer? Ben, c'est l'évolution du sport tellement rapide. Je veux dire, ce sport-là, depuis 10 ans, c'est le sport qui a connu le plus de popularité dans tous les sports confondus. C'est un sport qui, je trouve que maintenant, il y a plus le monde comprenne plus ce sport-là. Ils comprennent que ce n'est pas juste deux gars d'une cage qui se tapent sur la gueule. Ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'éducation des partisans, de l'éducation du monde. Puis tu as le droit de ne pas aimer ça. Je veux dire, ce n'est pas fait pour tout le monde, ce sport-là. C'est correct. Mais moi, je travaille beaucoup pour que le monde ait du respect pour ces athlètes-là parce que c'est de l'entraînement à temps plein. Les gars, ils s'entraînent aussi fort que les athlètes qui vont aux Jeux olympiques. Je veux dire, tu ne peux pas t'entraîner à temps partiel et penser avoir du succès dans un sport élite de même qui est rendu à l'organisation de l'UFC. Donc, je veux dire, c'est vraiment un sport qui est difficile. C'est un don corporel que tu fais pour vivre de ton sport aussi. Je veux dire, tu as les blessures là-dedans qui rentrent en ligne de compte. Tu as les cas d'entraînement. Il faut que ton entourage comprenne ton style de vie. Tu as l'alimentation. Écoute, le sport est tellement rendu à un autre niveau que maintenant, c'est des équipes qui se battent ensemble. Oui, le gars ou la fille est tout seul dans l'octogone, mais c'est un sport d'équipe. Tu ne peux pas te rendre à ce niveau-là si tu n'as pas un nutritionniste, un massothérapeute, un coach. Je veux dire, tout le monde qui est autour de toi, donc tout le monde travaille, des partenaires d'entraînement, c'est super important. Et souvent, là maintenant, c'est moins, ben, je veux dire, des grosses équipes, c'est beaucoup de combattants professionnels. Mais moi, quand je m'entraînais, quand je me battais, mes partenaires d'entraînement, là, il y en avait peut-être 2 qui faisaient ça, des combattants pro. Les autres, c'était juste, ils s'entraînaient pour le fun. Fait que, tu sais, ce monde-là, il faut que tu prennes soin d'eux autres aussi. Faut que tu sois. Faut que tu aies de la gratitude envers tes partenaires d'entraînement aussi, parce qu'eux autres, là, ils retournent travailler le lendemain. Là, ils ont peut-être un œil au beurre noir, ben non, ils ont mal au cou parce que tu les as choqués. À un moment donné, c'est ça aussi. Là. Fait que, C'est comme moi, quand. j'ai toujours dit que c'est un sport d'équipe, même si tu es tout seul dans le. Ouais, 100%. Tu sais, quand Conor McGregor s'est battu, puis à un moment donné, il parlait justement d'un partenaire d'entraînement que je pense qu'ils s'avaient battu ensemble. Puis là, à cause que le partenaire avait été trop rough avec Conor, ben Conor l'avait renvoyé ou quelque chose du genre. Puis là, il en avait engagé un autre pour le faire bien paraître durant tout le Ouais. show, tu sais, dans le fond, là, le footage de tout ça. Euh, Tu penses quoi justement de cette situation-là en particulier? Est-ce que et de l'individu peut-être aussi? Ben, écoute, c'est Connor. Je veux dire, on a vu, là, ça a sorti cette semaine. Connor vient au premier rang dans le classement Forbes des athlètes les mieux payés de 2020. Ouais. Donc, je pense que c'est à 180 millions. Là, il dépasse les Ronaldo et les joueurs de soccer d'habitude qui sont au top de la liste. C'est un gars qui comprend comment faire de l'argent. C'est un gars. Puis il a fait beaucoup de frasques à l'extérieur aussi, mais une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce gars-là est très, très bon aussi. Tout ce qu'il a fait à l'extérieur, on dirait que ça l'enlève un peu
la vision que ce gars-là, c'est un excellent athlète, c'est un athlète incroyable, c'est un excellent combattant. Et honnêtement, c'est un personnage. Moi, je l'ai rencontré à quelques reprises. Super gentil, le gars. En arrière des rideaux, là, super respectueux. Il te serre la main, il te regarde dans les yeux. Mais tu sais, quand c'est le temps de faire un build-up, quand c'est le temps d'aller faire de l'argent, ce gars-là, il a compris comment le sport marche aujourd'hui. Tu sais, les arts martiaux mixtes, c'est plus un sport-spectacle. C'est un spectacle-sport. Et là, lui, il l'a compris. C'est pour ça qu'il est proche d'être milliardaire aujourd'hui. Vraiment, mais par contre, à son dernier combat contre Poirier, personnellement, j'ai trouvé qu'il avait peut-être perdu cette magie-là, justement, qu'il avait de vendre un show, un combat aussi. Il était très calme, très papa. Ouais. Il y a plusieurs raisons pour ça, Ben. Pour vrai, c'est parce qu'il s'était fait accuser 2 fois d'agression sexuelle. Il avait cogné un vieux dans un bar. Ouais. Il fallait qu'il arrive en étant un good guy pour reprendre un peu la sympathie du monde. Les partisans, il en voulait beaucoup, les partisans. Et là, il est arrivé, puis oui, il s'est fait knocker au 2e round, mais au 1er round contre Poirier, là, il a mangé tout rond. Là. Il a gagné le 1er round, easy. Mais il ne faut pas oublier qu'en 3 ans, McGregor avait 40 secondes de combat dans le corps. Quand il a knocké Cowboy Cerrone, ça a pris 40 secondes. C'était son premier combat en 2 ans. Et là, après ça, 1 an après, il se bat, puis là, rendu au 2e round, tu as bien beau être qui tu veux. Si tu as l'expérience dans l'octogone, puis le temps dans l'octogone, ça ne s'ajoute pas. Rendu au 2e round, on dirait qu'il a comme gazé. En plus, en plus de ce combat-là, il avait prédit qu'il allait le knocker en 60 secondes. Donc, c'était mis beaucoup de pression sur ses épaules, ce qui d'habitude est capable de gérer. Mais là, Poirier, je pense que sa stratégie était très bonne. Laisser passer la tempête au 1er round, puis après ça, attaquer. Mais écoute, j'ai hâte de voir le 10 juillet prochain, c'est la trilogie. Moi, je pense que McGregor va gagner. Je pense que McGregor va gagner facilement. Mais ça, écoute, on ne sait pas. Un combat, ça peut virer de tous les bords. J'adore Dustin Poirier, un individu que j'ai rencontré aussi à plusieurs reprises, un sweet guy, super, super cool. Mais en réalité, je pense que McGregor va arriver là et il va gagner ce combat-là. Mais il faut qu'il gagne ce combat-là. Parce que sinon, selon moi, c'est la retraite. Ouais. C'est done. Je pense que oui. Écoute, ce gars-là a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois, là, on va se le dire. Oui, c'est vrai qu'il y a un rythme de vie extrêmement coûteux, sauf qu'il y en a beaucoup d'argent. Ils viennent de vendre sa compagnie de whisky pour 600 millions. Là. Donc, il y en a de l'argent. C'est sûr qu'il en dépense beaucoup. Puis à un moment donné, il faut que tu fasses attention aussi. C'est pas parce que tu as plus d'argent que tu en as plus dans tes poches. Ça dépend c'est quoi ton style de vie aussi. Il y a des gars au basketball comme Allen Iverson, il a fait 170 millions dans sa carrière. Il est à la rue aujourd'hui. Le gars, il a échappé pas à peu près. Je pense que oui. Fait que, à un moment donné, c'est ça aussi, mais je pense que McGregor est quand même assez intelligent avec son argent. Mais tu as raison. Une défaite de McGregor, c'est peut-être la retraite pour lui, c'est peut-être terminé. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est motivé comme jamais. Il a dit qu'il allait gagner ce combat-là, qu'il allait rechercher la ceinture à 155 et qu'il allait monter à 170, aller battre Kamaru Usman. Donc, tu vois, là, il est revenu comme dans sa vision. Et je peux te le dire, autant que l'UFC aime Dustin Poirier, on croise nos doigts tellement que McGregor gagne ce combat-là. Oui. Parce que c'est une machine à faire de l'argent pour l'organisation. Mais tu sais, je vais faire une comparaison avec une de tes situations durant ta carrière. À un moment donné, tu as eu vraiment plusieurs défaites d'affilée. Puis la UFC a décidé de ne pas renouveler ton contrat. Ouais, ils m'ont sacré d'or. J'avais un contrat, ils m'ont sacré d'or. C'est ça. En fait, j'essayais d'être poli, mais ouais, c'est ça qui s'est passé. Puis, tu sais, justement, McGregor, c'est un peu le même genre de situation. Pas qu'il va se faire sacrer dehors, mais clairement que la suite logique, s'il perd, c'est une retraite. Dans ce genre de situation-là, où tu es forcé à performer ou à repenser à tes stratégies, à repenser à ta façon de faire, à te remettre en question, parce que pour toi, ça a dû être une remise en question énorme, là, te faire mettre dehors de la UFC à ce moment-là. C'est quoi qui s'est passé dans ta tête? Écoute, j'avais 30 ans et en 2008, je me bats au championnat du monde à Chicago devant 22 000 personnes qui gueulent mon nom, c'est incroyable. Et 2 ans plus tard, je me fais mettre dehors, je me bats à Blainville devant 700 personnes. Tu sais, c'est rough, là, moi, te dire, sur l'orgueil, là, c'est vraiment difficile. Quand je me suis fait mettre dehors en 2010, c'était 3 défaites de suite que j'avais accumulées. Surtout mon dernier combat
l'UFC 121 comme Tom Lawler, j'avais sous-performé, puis pas à peu près. Ça a été un des pires combats en carrière. Puis on m'a mis dehors après ça, puis j'avais 30 ans, puis ça a été rough à prendre. Puis là, je ne savais pas trop si ça me tentait de faire des sacrifices encore pour essayer de revenir au UFC. Puis ça m'a pris 3 mois. Pendant 3 mois de temps, je suis pas allé au gym. Puis j'ai décanté ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, là, ça fait 3 mois, je vais retourner au gym, je vais savoir si ça me tente. Je suis rentré au gym, je mets le pied sur le tapis. Puis on dirait que là, ça m'a tout, c'est devenu bien chaud en dedans de moi, la flamme est repartie. J'ai dit, OK, let's go, on le réessaye. Ça m'a pris 2 ans en 2012, je suis retourné au UFC. Puis j'ai fini ma carrière là en 2017. Puis comment tu fais pour te rebuilder une confiance? Parce que là, ça fait plusieurs combats. Tu es 3 mois inactif. Tu as le temps de penser. Tu as le temps de te détruire mentalement. Qu'est-ce que tu as fait pour justement reprendre confiance, recroire en toi, puis après ça, y aller avec une suite de victoires qui t'ont mené à un championnat du monde? Ouais, ben écoute, je pense que, tu sais, moi, ce sport-là, ça a été ma passion. Quand j'ai commencé ce sport-là, je n'ai pas fait ça pour faire de l'argent, pour faire ça pour devenir célèbre. Ça vient après. Mais tu sais, il faut que tu fasses ça parce que tu as une passion. Tu sais, c'est un sport qui est ultra difficile. Puis je me suis rappelé pourquoi j'avais commencé ce sport-là aussi. L'entourage, c'est ultra important. Moi, je pense que la meilleure qualité que j'ai dans ma vie, c'est pas que je suis généreux, c'est pas que je suis ponctuel, c'est que je suis capable de bien m'entourer. Je pense que ça, c'est une des qualités que j'ai, puis je pense que c'est une qualité super importante si tu veux réussir dans la vie, c'est de bien t'entourer. Puis ça, moi, je l'ai. Je suis capable de saisir le monde qui sont capables d'être là quand ça va bien, mais je sais qu'ils vont être là quand ça va mal aussi. Puis justement, pendant cette période-là, mon noyau d'amis, mon noyau d'entraîneurs, mon noyau de partenaires d'entraînement ont toujours été là pour moi. Puis c'est pour ça que j'ai été capable de revenir aussi, parce que mon entourage, j'avais bien choisi, puis je savais qu'il allait être là avec moi jusqu'au bout. Puis ça, je pense que c'est dans toutes les facettes de la vie aussi. Donc, ces deux choses-là, c'est la raison. Ma passion, puis mon entourage. C'est pour ça que j'ai été capable de revenir au sommet. Puis dans ton entourage, c'est qui a été important dans tout le long de ton processus? Tu sais, on a toutes des personnes qui nous ont inspirés, qui nous ont encadrés, qui nous ont aidés pour que ce soit des relations, la confiance, peu importe. C'est qui ces personnes clés-là pour toi que tu vas garder dans ton cœur toute ta vie? Premièrement, j'ai beaucoup de partenaires d'entraînement qui sont encore aujourd'hui mes super bons amis, que je m'entraîne avec eux une fois de temps en temps. Mais écoute, Fabio Hollanda, qui a été mon entraîneur en chef pendant presque toute ma carrière, lui et moi, on est comme des frères maintenant. On a tellement vécu de choses ensemble. On a vécu les sommets, on a vécu la descente aux enfers quand je me suis fait mettre dehors. On a vécu ensemble la reconquérir la reconstruction. Le UFC. Exact, la reconstruction. Puis on a travaillé les deux ensemble, main dans la main. Puis lui, il m'a tout le temps dit, bro, on s'en fout ce que le monde pense. Hein. Ils disent, on va faire ça ensemble, whatever, gang père. Moi, je m'en torche. Je veux dire, tu vas rentrer au gym, je ne vais pas te regarder différemment, mais c'est sûr et certain, on va être prêt quand on va arriver là-bas. Puis, tu sais, ça a été un pilier pour moi. Puis, c'est ça, je te dis, à un moment donné, il faut que tu trouves un pilier autour de toi pour t'accoter, pour avoir un bon entourage. Puis, lui, il était là quand ça va bien, puis il était là encore plus là quand ça allait mal. Puis, il aurait pu dire, OK, non, t'es fini. Mais il ne m'a jamais dit ça. Il a tout le temps été à côté de moi, puis il a tout le temps dit, écoute, tu veux qu'on recommence? Good, on va recommencer. C'est ta décision, c'est pas moi qui vais décider à ta place, mais si tu veux qu'on continue, on va être là à 100%. Puis c'est quoi, à part cette passe-là, ça a été quoi les moments difficiles ou qui t'a plus accompagné, justement? Ben, je te dirais, celle-là, c'est pas mal, dans ma carrière professionnelle, c'est pas mal celle-là. Je veux dire, j'ai pas eu c'est pas pire. C'est une très, très bonne. Je veux dire, après ça, quand je suis revenu en 2012, on a connu du succès, là, vraiment, là, jusqu'à temps à mon avant-dernier combat. Puis, on s'en allait vers un autre combat de championnat du monde à 170 livres. On a eu un combat pivot face à Cerrone où ça n'a vraiment pas bien été. Puis c'est là que j'ai décidé que c'était terminé, que j'allais en faire un autre, un dernier pour moi, juste pour dire, OK, ça, c'est le dernier, ça va être mon salut au sport, puis that's it. Mais je te dirais que ça a été la plus grosse épreuve, évidemment. Puis en plus, dans mon combat de championnat du monde, je m'étais complètement défoncé les genoux. Fait que pendant 1 an et demi, j'avais été out de la compétition. Ça, c'est rough, des grosses blessures comme ça. Je me suis fait reconstruire le genou 3 fois.
c'est rough de revenir après puis de rebâtir sa confiance aussi. Puis est-ce que je vais être capable de performer? Est-ce que j'ai confiance en mon corps aussi? Est-ce qu'il va tenir le coup? Fait que, ça a été, je te dirais que ça a été pas mal la grosse épreuve de ma carrière. T'sais. Ça a été qui, à part lui, les autres personnes, justement? Là, on a parlé de lui. Qui qu'il y a d'autres dans ton entourage qui a été des personnes clés? J'ai des amis proches que j'ai depuis très, très longtemps. Puis, ça, c'est important. Ce monde-là sont contents quand ça va bien, mais quand ça va mal, tu n'as pas besoin de dire je veux parler de quoi de même. Mané, ça cogne chez vous, tu ouvres la porte, il est là. Puis, il arrive avec une bouteille de gin, il arrive avec de la bouffe, puis puis on s'assoit à côté de l'autre, puis on parle de tout à part le combat. J'ai pas besoin de lui demander, j'ai besoin de parler de quoi de même. Ils savent. Fait que, ce genre de monde-là autour de toi, il faut que tu saches chez qui, mais en même temps, tu n'en as pas tant que ça. Tu en as peut-être 2, 3 qui vont être là pour les bonnes raisons. Parce que, je veux dire, quand tu deviens populaire, quand tu deviens un peu plus, avec un peu plus de moyens, puis tu es généreux avec tout le monde, il faut que tu fasses attention autour de toi pour pas qu'il y ait du monde qui en profite aussi ou qui se valorise avec ça. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Je pense pas avec malhonnêteté autour de moi, mais c'était le fun parce que on sortait d'un bar et personne payait avec moi. Puis ça me faisait plaisir parce que moi, j'ai toujours voulu que le monde, mes amis, profitent de mon succès. J'ai jamais voulu garder ça pour moi. Sauf que, c'est ça. À un moment donné, quand ton étoile pâlit ou quand ça va moins bien, là, tu t'aperçois que, mais OK, il ne vient pas lui à soir. Oh, OK, moi, je voulais juste faire un souper tranquille chez nous. Mais là, il n'est pas là. Fait que, ça s'élimine de toute façon naturellement. Oui, 100%. Moi, tu vois, je travaillais dans les bars, puis on va parler un peu de ta vie de party boy dans pas long. Mais j'ai travaillé dans les bars, puis j'ai vécu un peu ça, tu sais, que justement, peu importe quel poste que tu as dans un bar, tu es mis sur un piédestal tout le temps par les gens qui vont dans le bar, mais ces gens-là veulent profiter de toi, veulent profiter de l'alcool que tu as. Tu sais, j'avais tout le temps de l'alcool gratuit, ben tous ces gens-là m'appelaient, là. Tu sais, ils m'appelaient, hey, on vient asseoir, ta. Mais tout ce qu'ils voulaient, c'était passer le line-up rapidement, boire de l'alcool gratuitement, puis être VIP ou whatever, tu sais. Fait que, c'est ça. faut faire attention avec les gens, justement, à qui on accorde de l'importance. Sinon, ta carrière de party boy, on va l'appeler ça de même. J'ai vu, premièrement, que quand tu allais à Las Vegas, dans le temps, c'était assez rock'n'roll. On peut commencer par ça. Dans le pic de ta carrière, tu me dis... tu te dis que dans le pic de ta carrière, c'était vraiment, vraiment rock'n'roll, puis c'est là que ça a le plus brassé au niveau des parties, mettons. Ouais, tu sais, en 2006-2008, ça a été le bordel. Écoute, c'était le gros pic des arts martiaux mixtes aussi. Quand ça a commencé après 2005, ça a parti en flèche. Les commanditaires garochaient tellement de l'argent pour commanditer les combattants. Puis moi, je venais de sortir d'Ultimate Fighter. Je venais de battre Kendall Grove, qui était considéré comme la nouvelle star. Je l'avais knocké au premier round. Fait que, tu sais, là, j'étais comme partout. Puis ça a été mon pic de popularité. Là, ça a été vraiment haut. Fait que, tout était accessible. Je voyageais partout dans le monde sur le bras des commanditaires. Surtout à Las Vegas. On arrivait à Las Vegas, on se faisait venir prendre à l'aéroport dans des gros suburban, bouteilles de champagne. On s'en allait dans des parties privées. Tu avais des Paris Hilton, des Lindsay Lohan, DMX était là. Écoute, c'était ridicule. On arrivait dans des chambres d'hôtel. C'était des suites. Je m'en souviens tout le temps. C'était un party Silver Star qui était une compagnie de linge dans ce temps-là. Puis, tu sais, les compagnies de linge, il y en avait beaucoup dans ça. Tu avais Tap Out, tu avais Run More Round, tu avais les Edge Rush, tu avais, tu sais, ces gars-là, puis le monde, ça garochait de l'argent. Là. Ils vendaient le T-shirt de marde 90$. Je disais, voyons, personne ne va acheter ça. Ben oui, le monde achetait ça pareil. Tu sais, ils garochaient beaucoup d'argent. Il y avait des expos aussi, des MMA expos à travers le monde. Fait que ça, c'était très populaire. Fait que les commanditaires amenaient les combattants là, puis ça finissait tout le temps en bordel le soir parce que les gars, ils sortaient ensemble, puis il y avait des parties. Tu sais, je me souviens, un party Silver Star, maintenant, on rentre dans une chambre d'hôtel, c'est une suite, 2 étages, c'est énorme. Puis là, il y a de la musique, Là, je me retourne. Là, il y a Lindsay Lohan qui est là. T'as Paris Hilton. Ils sont complètement pétés. Toutes des filles qui ont bien tourné, dans le fond. Oui, exact. Exactement. Puis là, à un moment donné, je continue, je marche. Puis là, je vois, il y a une porte.
Puis là, il y a un autre salle. Puis là, il y a plein de monde, il y a plein de musique. Il y a un demi-court de basketball dans la chambre. Puis là, le monde joue au basket. Là, je suis what the fuck? Où c'est que je suis? C'est complètement irréel. Puis là, à un moment donné, ça arrête. Puis là, à un moment donné, la musique commence. Là, il y a DMX qui arrive sur le court de basket, qui commence à faire un show privé. Wow, OK, ça, c'était complètement ridicule. Tu sais, il y a d'autres parties qui se passaient aussi au Playboy, pas au Playboy Mansion, mais à l'hôtel Playboy, qui est le Palms à Las Vegas. Et le bar au Palms est au 52e étage dehors. Puis c'est complètement ridicule là aussi. Puis, tu sais, je veux dire, c'est l'hôtel Playboy, je te ferai pas de dessin pour te dire qu'est-ce qui se passe là, mais je veux dire, mais c'est toujours l'excès. Tu sais, Lindsay Lohan, Paris, toujours l'excès. Fait que, puis surtout, tu sais, dans ce temps-là, on arrivait à Las Vegas, on n'était pas capable de marcher dans les rues. Tu sais, il y avait un événement de l'UFC, on était invités là-bas, je ne travaillais pas encore à la télé dans ce temps-là. Puis on arrivait là-bas, puis pendant l'événement de l'UFC, si tu ne te battais pas, c'était dur de te promener dans les rues de Las Vegas parce que c'était un gros événement, tout le monde te reconnaissait. C'était interminable de te rendre d'une place à un autre. Mais c'était le fun aussi. Quand tu repenses après, tu te dis que c'était vraiment le fun, mais on en a profité. J'en ai profité beaucoup. Puis c'est ça. Écoute, il y a des gros parties qui se sont passés pendant ce temps-là. Puis, admettons, je veux pas aller trop dans trash ou des choses comme ça, mais un truc, tu sais, ça, c'est impressionnant. T'sais. Ce que tu as expliqué, c'est impressionnant arriver dans ce genre d'événement où tu as DMX qui te donne un show live sur un card en tout cas, whatever, n'importe quoi. Mais tu sais, c'est quoi l'affaire la plus spéciale, mettons, que tu as vue? Écoute, spécial. Écoute, j'en ai vu des affaires spéciales. Écoute, vite de même, je ne sais pas. Écoute, précisément, écoute, ça, je te dis, tu sais, des parties comme ça, tu arrives dans une place que c'est comme unexpected, puis là, tu vois qu'il y a plein de ça. Tu sais, moi, le show des mecs, je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, t'as Trump, il y a un court de basket dans la chambre. Tu sais, tu sors comme ça, tu sais, mais tu sais, ce qui était le plus spécial, c'est que ici, puis c'est bien correct, là, je veux dire, c'est le monde à Georges. Au Québec, c'est Georges Saint-Pierre, puis avec raison, c'est le greatest of all time dans ma tête, puis je le crois vraiment, c'est pas parce que c'est un Québécois, je veux dire, c'est ce qu'il a accompli. Mais quand moi, je sors du Québec, puis je m'en allais à Las Vegas, je m'en allais à New York, je m'en allais pendant les événements de l'UFC, c'était le bordel, là, puis dans ce temps-là, encore une fois, les commanditaires, ils prenaient tellement... Je ne sais pas s'ils prenaient soin des combattants parce qu'on se démolissait le soir. Je ne sais pas si c'était très bon pour nous autres, mais je veux dire, c'était tellement. Je leur demandais quelque chose, puis on l'avait. Là. Puis on était tout le temps logés dans des suites, on était tout le temps logés dans des affaires pas possibles. Fait que, en général, ce que j'ai vu le plus bizarre, c'est tout en général. Ouais, c'est ça. Sinon aussi, en dehors de toute cette vie-là, qui est plus, on va dire, nightlife ou. Bon, on va dire nightlife, on va dire ça. Tu organisais toi-même tes parties aussi chez vous. Ouais. Là, j'ai vu que tu engageais des gens qui crachaient du feu ou quelque chose du genre. T'étais pas mal. T'avais un budget, toi aussi, là, pour ça. Ben, écoute, moi, c'est parce que quand je me battais ici à Montréal, moi, j'aimais ça organiser. Quand je ne me battais pas, j'organisais tout le temps des after-parties. Puis Ray, qui était au Ultra Light Club, maintenant c'était le Jet à la fin, je pense. Ray, qui était un bon ami à moi, puis je veux dire, c'était là qu'on allait, puis il s'occupait très bien de nous autres. Puis à un moment donné, je disais, il faut faire de quoi de plus fucked up, il faut faire de quoi de plus bizarre. Puis moi, je suis dit à ma femme, je dis, moi, on va se marier un jour, on est fiancés, on va se marier maintenant, on attend que nos kids soient un petit peu plus vieux pour qu'ils puissent participer, mais j'ai dit, tu choisiras la couleur des chaises, la couleur des fleurs, l'endroit, je m'en fous, mais je veux des cracheurs de feu. C'est sûr, je veux des cracheurs de feu à mon mariage. Fait que j'ai comme devancé un peu ce moment-là, puis j'ai dit, garde, ça serait fait-tu avoir des cracheurs de feu à l'entrée, pour accueillir le monde? Puis il m'a regardé, il dit, ben non, mais peut-être. Puis finalement, j'étais arrivé là, puis il y avait un cracheur de feu qui était dans la rue sur Crescent, ça n'avait pas d'allure. Mais est-ce que tu sortais avec ta blonde dans ce temps-là ou pas? Pas celle que j'ai là, non, aujourd'hui. OK, puis comment, mettons, toutes tes copines ont géré cette vie-là de rockstar, là, qui est complètement une vie de rockstar, tu sais? Comment eux, ils faisaient pour gérer ça de leur côté?
Ben, je veux dire, la femme que j'ai aujourd'hui, elle, ça fait depuis 2013 qu'on est ensemble. Fait que, tu sais, cette vie-là de débauche était un peu passée. OK. On en a profité ensemble quand même. Avant les kids, je veux dire, on n'avait pas d'attache. Là. Fait que, elle savait dans quoi qu'elle s'embarquait, mais à un moment donné, moi, on voyageait partout dans le monde ensemble aussi, puis on a voyagé, puis on a profité de ça aussi. Avant, écoute, je sortais avec une fille qui était aussi party que moi. Fait que, pour ça, je pense que ça n'a pas continué à un moment donné quand ça l'a fermé, ça l'a diminué. Mais non, écoute, c'est sûr que c'est pas n'importe qui aurait pu vivre avec ça. Mais en même temps, quand tu n'as pas d'enfant, quand tu n'as pas, je veux dire, t'as pas d'attache, tu t'en fous. Tu peux faire ce que tu veux. Là. Aujourd'hui, si j'étais encore dans ce monde-là, c'est sûr que je n'aurais pas la même mentalité, je ne ferais pas la même chose non plus. Puis est-ce que pour toi, justement, ça a été difficile de prendre la décision de vouloir avoir un enfant? Est-ce que tu as eu une peur, une crainte reliée à ça? Absolument pas. Moi, ça fait des années que je voulais être papa, moi. Puis si j'avais connu la bonne fille, j'en aurais eu bien avant. Je suis content de ne pas en avoir eu avant. Je suis content d'avoir eu avec ma femme d'aujourd'hui. Mais moi, j'étais prêt depuis très longtemps personnellement. Mais je pense que j'ai bien fait. Ben, la vie a fait bien les choses. Moi, je suis content d'avoir eu mes enfants un petit peu plus vieux parce que, quand moi, j'ai ma fille, mon premier kid à 36 ans, quand tu es setting, tu sais ce que tu fais. Tu as fait ce que tu avais à faire, tu as fait tes débauches, tu as fait tout ce que tu avais à faire qui est complètement irréel. Ouais. Je pense que tu es plus concentré, tu es plus prêt, tu es plus groundé à avoir une famille. Puis je pense que c'est ça qui est arrivé aussi. Puis écoute, moi, je voulais avoir une petite fille depuis très longtemps, puis c'est ça que j'ai eu en premier. Je voulais être le super-héros de quelqu'un, puis c'est ça que je suis devenu. Puis non, j'étais super. Écoute, je pense que c'est arrivé au très, 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 très bon moment aussi. C'est arrivé à la fin de ma carrière aussi. Fait quand j'ai eu ma fille, ça a comme donné le point final à dire OK, là, c'est assez. J'ai fait le tour de ce sport-là. Je veux être en forme physiquement, même si je suis magané, mais mentalement, je suis correct. Je vais être capable de faire ses devoirs quand elle va aller à l'école, puis je vais être capable d'être là tout mentalement. On dirait que ça a comme mis un point de dire, rendu à 36, 37 ans, ça fait 15 ans que je fais ça, je pense que c'est assez. Oui. Puis quand tu parles justement aussi de tes blessures, là, t'en as parlé souvent, mais justement tes genoux qui sont complètement finis. Je pense que j'ai vu que tu as eu 8. Excuse-moi de te le rappeler de même. C'était assez brut. Écoute, mais, le réveil matin me le rappelle à tous les matins quand je me réveille. C'est ça. Mais je pense que j'ai vu que tu as eu 8 opérations au total au genou, dont 3 reconstructions du genou, c'est ça? Exact. Le genou droit, quand je me suis blessé dans mon combat de championnat du monde, puis le reste, c'est des ménisques. 2 fois, la main, je me suis brisé la main. J'ai eu des pins dans le pouce aussi parce que mon pouce était cassé. J'ai une fracture ouverte de la main. Le coude, je me suis fait nettoyer 2 fois le coude aussi parce qu'il y avait du calcaire dans l'articulation. Donc, en tout, c'est à peu près 11-12 opérations que j'ai eues par le même chirurgien qui me connaît par cœur, Sébastien Simard, qui est une chance que je l'ai connu, lui, parce que sinon, je n'aurais pas eu une carrière aussi longue. C'est lui qui a sauvé un peu, pas un peu, c'est lui qui a sauvé ma carrière. Tu sais, quand je me suis blessé dans mon combat de championnat du monde en 2008, j'étais allé le voir, puis c'est lui qui m'a dit que, écoute, t'as le ACL pété. Là. Fait que, tu sais, ça a été rough. Moi, je pensais que ma carrière était finie. Mais par la suite, ben, avec l'usure, j'ai eu beaucoup de blessures après. Je l'appelais. Puis il disait OK, ben, viens mardi. Mardi, il m'opérait. Tu sais, ça a de l'air, il y en a qui vont dire ah, c'est ça, tu as passé devant bien du monde. Peut-être. Mais tu sais, quand tu es un athlète professionnel dans ce sport-là, tu as besoin de ce genre de contact-là. Puis j'en suis totalement reconnaissant aujourd'hui. Ben oui, ben oui. Puis les 3 fois là, que tu t'es fait reconstruire le genou, est-ce que c'était 3 événements différents ou il y en avait une fois, tu en as fait reconstruire 2 en même temps? Ou... non, dans le fond, 2 fois. Je me suis fait reconstruire le genou 2 fois. Une fois, la première opération, c'est qu'on avait pris un bout de mon. Comment on dit ça en string, dans mon ischio-jambier en arrière. Donc, on m'a pris ça pour refaire mon ligament dans mon genou. Et finalement, il n'a pas tenu. Donc, après 2 mois et demi, je pense, le ligament il a lâché. Donc, finalement, on est allé chercher, mais le docteur est allé chercher un ligament sur un cadavre. Et là, on me l'a mis dans le genou. Puis là, finalement, lui, il a duré. Ça, c'était-tu pendant ta pause d'1 an et demi, justement, que ça s'est passé? Ben oui, exact. Ouais. Puis quand là, c'est ça, tu te fais opérer une première fois, dans ta tête, tu es dans le processus de revenir, tu sais, une fois que c'est fait, tu te dis le pire est fait. Finalement, on t'annonce
qu'il va falloir te réopérer une deuxième fois, mentalement, comment tu te sens à ce moment-là? Ben, je le savais, je le sais, à un moment donné, parce qu'il faut que tu prennes ton temps, parce que la chose qui se passe quand tu te fais reconstruire le ligament, c'est que les 2 premiers mois, ton ligament, il est mort. Fait qu'il est vraiment, il est tight, puis c'est pas dangereux. C'est quand il commence à devenir en vie, après de 2 à 4 mois, là, il commence à devenir en vie, le sang s'en va dedans, là, c'est devient le plus fragile. C'est là qu'il faut que tu fasses le plus attention. Puis après ça, de 4 à 6 mois, là, il va devenir super fort, puis après ça, c'est la réhabilitation. Moi, rendu à 2 mois et demi, j'ai commencé à faire du tapis tranquillement, à marcher un petit peu plus vite. Puis à un moment donné, encore une fois, quand tu es un athlète, tu vas aller tout le temps trop vite. J'ai commencé à faire un peu de jogging, je l'ai senti. Je l'ai senti dans mon genou à snapper. Je fais ah, fuck. J'ai dit, ah non, je viens de le briser. Je viens de briser le travail de mon doc. J'appelle mon doc, je dis, bon, il vient de lâcher. Il dit, ah, t'es sûr? Ah oui, pas mal sûr. fait que c'est ça. C'est de ma faute. Mais c'est ça. C'est pour ça que ça a pris 1 an et demi avant que je revienne. Puis l'aspect mental aussi, d'après, là, les 2 opérations sont terminées. Là, tu veux te réentraîner pour revenir au combat. Puis là, ton premier combat après cette blessure-là, t'as-tu un blocage un peu mental? T'as-tu un... Ben oui. Écoute, c'est parce que l'affaire, c'est que ton corps est prêt, mais ta tête n'est peut-être pas prête à faire confiance à ton corps. C'est tout le temps une question mentale. C'est pour ça que ça a pris du temps avant que je revienne pour que je sois complètement en confiance. Sauf 1 an et demi à l'extérieur de ce sport-là, tu as bien beau t'entraîner, rien ne va égaler la vitesse d'un vrai combat. Fait que, moi, je me suis battu l'UFC 113 à Montréal, ici, pour mon combat de retour, face à un gars qui s'appelle Alan Belcher, un gars qui est immense, qui a des jambes grosses de même, qui kick. Lui, il kick. Puis je me souviens, le combat a commencé, il m'a donné à peu près 12 kicks, puis j'ai rien répondu. J'étais là, OK, le prochain. OK, le prochain. OK, le prochain, je vais y aller. Tu sais, la fameuse ring rust, là, la rouille, là, je l'avais complètement. Là, Mané, j'ai commencé à embarquer dans le combat, mais ça a pris du temps avant que je me réveille. Là, il m'a lancé des coups de batte de baseball là, au corps et dans les bras avant que je réagisse une couple de fois. Puis finalement, ce combat, ça s'est fini un peu dans une zone grise. Il m'a fait un espèce de marteau-pilon, puis il m'a choqué après. Mais le marteau-pilon, tu n'es pas supposé d'avoir le droit de faire ça. Fait que là, c'est comme une zone grise, mais j'ai perdu ce combat-là de retour. Ça allait bien. J'avais quasiment passé une soumission aussi de mon côté. Mais c'est ça. J'ai perdu mon combat de retour, mais c'est ça. Oui, la confiance, c'est quelque chose qui dans ce sport-là, tout le monde est rendu bon UFC. Fait que ça se passe bien gros dans la tête. Puis le blocage mental que tu as eu là, tu dis à un moment donné que dans ton combat contre Cowboy Cerrone, c'était vraiment pas ton combat. Qu'il n'y avait rien qui sortait. Lui était dans son meilleur moment. Toi, tu étais dans le pire. Comment tu fais pour gérer ce genre de situation-là? Tu es en combat. Tu le sais que ça ne fonctionne pas pour toi. Ouais. C'est quoi qui se passe dans ta tête? Ah, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est tellement rough. Puis, plus que tu penses à vouloir faire quelque chose, plus que tu es lent. Fait que, moi, je dis, OK, là, je m'en vais donner un coup de poing, bang, là, il me frappait. On dirait qu'il savait d'avance ce que j'allais faire. On dirait que je lançais un coup de poing, il me voyait devenir de Chicoutimi. Là. Fait que là, j'étais là, puis on était à Ottawa. C'est loin, OK? Fait qu'il y avait le temps de le voir venir. Fait que, quand tu rentres dans un combat, puis on dirait que tu es dans une piscine. Tu lances un coup de poing, puis on dirait qu'il n'arrivera jamais. Puis là, sortir de ça, c'est tellement difficile. Puis mentalement, c'est rough. Puis là, en plus, tu n'as pas vraiment le temps de penser, de repasser ta stratégie parce que tu reçois des coups. Là, ces coups-là, ils font mal. Fait que, ça a vraiment pas. Ce combat-là, ça a été un combat que j'ai sous-performé. Puis en même temps, lui, il a eu une bonne soirée. Écoute, c'est ça. Des fois, ça ne sort pas. Puis c'est pour ça, quand je commande des combats, Jean-Paul, des fois, je le comprends parce que lui, il ne l'a pas vécu, mais il est rough avec des combattants. Des fois, il dit lui, il n'était pas prêt, il s'est mal entraîné. Puis moi, je fais un peu la relation. J'essaie d'être relatif un peu là-dedans. Je dis, écoute, des fois, là, il y a juste des soirs, ça ne marche pas. C'est plate que c'est ce soir-là, mais il y a des soirs, ça ne marche juste pas. Tu essaies, puis ça ne marche pas. On dirait que l'autre, il y a toutes les réponses à tout ce que tu vas. Ça peut arriver, ça. Moi, ça m'est arrivé. Puis je peux te dire, tu es comme dans un sort mouvant. Tu essaies de t'en sortir, puis tu cales encore plus. Mais c'est quoi la solution? Tu penses, tu sais? D'arrêter de réfléchir? Oui, sauf que, oui, c'est ça. Il ne faut pas que tu penses dans un combat. C'est à ça que ça sert l'entraînement.
L'entraînement, ça sert à... Tu fais des répétitions pour que les mouvements deviennent naturels, les mouvements deviennent des réflexes, que tu n'as pas besoin de penser en situation de stress, en situation de rapidité d'un combat. Ça sort naturellement. Donc, c'est à ça que ça sert l'entraînement. Les répétitions, c'est à ça que ça devienne un muscle memory. Ça devient que tu n'y penses plus avant de le faire. Aussitôt que là, tu commences à penser dans le combat, oublie ça, tu as perdu la fraction de seconde, puis l'autre va le voir, puis il va être toujours un pas en avant de toi. Donc, mais, tu sais, c'est ça là, aussi la stratégie dans le combat, être capable de mettre un doute dans la tête de l'autre. Aussitôt que tu es capable de mettre un doute dans la tête de l'autre, il y a beaucoup de choses qui se passent entre les deux combattants dans le combat que le monde à l'extérieur ne voit pas. Mais moi, si je te mets un doute dans tes yeux, là, tes yeux, ils changent. Puis je le vois, ça. Je suis probablement le seul à le voir, et personne d'autre qui le voit autour. Mais les deux, là, on a tellement de connexion, les yeux dans les yeux, je vais le savoir si je t'ai fait mal. Même si tu as un poker face, je te donne un coupé dans les jambes, moi, je sais que tu as fait mal, celle-là. Même si tu as le meilleur poker face ever, que personne autour comprend, moi, je sais que celle-là, il t'a fait mal. Puis toi, est-ce que tu te rappelles d'un moment où tu as vraiment douté, justement, puis que l'autre, il l'a vu? Ben, dans tout le long du combat de Cerrone, tout le long du combat de Cowboy Cerrone, écoute, à trois fois, je faisais un coup, il était toujours une seconde avant moi. À un moment donné, tu sais, là, j'ai dit, OK, fuck it, OK, j'y vais, je swing. Mais tu sais, en même temps, tu sais, quand tu dis fuck it, je swing, ben là, tu t'exposes encore plus. Fait que là, puis, c'est ça. Tu sais, il n'a pas voulu rentrer dans ce genre de combat-là, puis je le comprends. Il a été super, été très bien stratégique aussi dans ce combat-là. Tu sais, moi, je voulais avoir une guerre debout. En partant, il m'a emmené à terre. C'est pas parce que je n'ai pas une bonne lutte, c'est parce qu'il m'a surpris. Puis là, il m'a mis un doute dans la tête. Tu sais, ça a été super intelligent de sa part de faire ça. Puis c'est à ça que ça sert la stratégie aussi pour les plans de match. Parenthèse sur Cowboy, là, il est vraiment temps qu'il prenne sa retraite. Absolument. Je pense qu'il est à comme 3-4 combats de trop. Tu as raison. Puis surtout, tu sais, là, il est 6 combats sans victoire, donc 5 knockouts. Il est 37 combats au UFC. Juste au UFC, là, pas dans sa carrière. Au UFC, ça, c'est plus de combats que moi dans toute ma carrière. C'est assez impressionnant, là. Mais je pense que le poids des années, le poids des combats aussi, qui est en train de le rattraper. Puis, il y a toujours l'âge des combattants, lui, il a 38 ans, et l'âge de combat d'un combattant. Lui, il a 38 ans, mais son âge de combattant, il a peut-être 60. Je veux dire, tu le vois, il n'est plus capable de prendre un coup. Là, son timing n'est plus là non plus. C'est plate parce que ce genre de légende-là, on pense à BJ Penn, à Anderson Silva, Cowboy Cerrone. Tu regardes ça, puis ces 6 derniers combats mettent une tâche à sa legacy, mettent un peu un ombrage à son héritage qu'il a fait pendant toute sa carrière. Fait que, je prends exemple sur Anderson Silva. Anderson Silva, si tu n'as pas suivi Anderson Silva avant 2013, eh bien, tu l'as vu perdre pendant 8 ans de temps, encore une fois. Tu ne sais pas que ce gars-là a été de GOAT pendant des années. Tu ne sais pas que ce gars-là a réinventé le sport. Si tu suis le combat depuis 2015 seulement, ça fait 6 ans, là, 2015, ben, tu n'as jamais vu Anderson Silva gagner. À un moment donné, ça, c'est grave sur l'héritage d'un combattant. Mais moi, j'avais commencé à écouter la UFC. Georges était venu combattre au Centre Bell. C'est en quelle année, ça? Tu t'en souviens-tu? Ben, il s'est battu souvent là, au Centre Bell. La dernière fois contre Corden. Non, c'était quoi déjà? Contre Carlos Condit. Ouais, exact. C'était UFC 158. Ça, fort, les archives. Ouais, c'était mon dernier combat, c'est à 185. C'était 158, donc c'était en 2012, je pense. Ouais, 2012-2013. Ben moi, j'ai commencé à écouter la UFC un petit peu avant ça. Fait que j'avais vraiment commencé. Moi, j'étais un fan d'Anderson Silva, j'étais un fan de GSP. Puis, on va revenir à quelque chose ici après. Mais t'es-tu déçu que ça se soit pas passé, le méga fight d'Anderson Silva contre GSP? Ça en parlait, ça en parlait. Puis finalement, Anderson Silva, à ce moment-là, il a perdu quand ça s'en allait pour se faire. Ben, honnêtement, c'est jamais passé proche de se faire. Non? Non, ça a toujours été une question de poids, une question d'argent aussi. Ça a toujours été cette question-là. À quel poids qu'on allait faire ce combat-là, mais surtout à quel montant qu'on allait faire ce combat-là. C'était un super fight. Je pense que les deux méritaient quasiment 50 millions pour faire ce combat-là. L'UFC n'était pas prêt. Puis en plus, parce que
tu mets deux champions, un. Aussi, il y a ça aussi, hein, tu mets deux champions, un en face de l'autre. Même si tu fais ça dans un catchweight, d'une division qui n'existe pas, il y en a un des deux qui va perdre, mais qui va revenir dans sa catégorie de poids, puis il va être encore champion. Fait que ça enlève de la crédibilité à ce champion-là dans cette division de poids-là. Donc, pour la business, pour l'organisation, c'est pas bon pour eux autres. Moi, je le vois autrement. Il y en a un des deux qui perd. Sûrement que ça aurait été un match serré ou pas. Après ça que ça se passe, l'autre veut un rematch. Le crowd veut un rematch. Fait que tu crées un deuxième méga fight. Là, qu'est-ce qui se passe? Comme à chaque fois qu'il y a une trilogie dans l'UFC, ben l'autre gagne. Là... Ouais, mais t'as raison, mais tu sais, je veux dire, tu peux jamais être sûr que l'autre va gagner. Sûr, mais tu sais, des méga fights dans des catchweights, il n'y en a pas de trilogie. Tu vas avoir des trilogies dans des catégories de poids qui sont là, mais des méga fights, quand il y en a un, il faut perdre du poids, l'autre qui en perde ou qui en prenne ou whatever. Ça dépend. On aurait pu faire, OK, un combat à 170, un autre à 185, mais encore une fois, ça ne fait pas de sens. Donc, c'était un one-shot deal. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup d'affaires qu'on ne sait pas aussi. Ça, c'est sûr et certain. Mais écoute, au bout de la ligne, c'est une question monétaire, je suis sûr et certain. Clairement. Puis, à ce combat-là, ce gars-là, pardon, tu as combattu aussi. J'allais dans mes papiers. Ben oui, tu sais, je me fais des papiers pour le concept et tout, mais finalement, on n'utilise pas les papiers. Mais dans ce combat-là, est-ce que tu te rappelles, c'est sûr que tu te rappelles, c'était qui le gars contre qui tu combattais cette soirée-là? Contre Alessio Sakara. Exactement. Ce gars-là. Moi, j'étais complètement en colère au résultat de ce combat-là. Pour mettre les gens en contexte, l'autre combattant t'a donné peut-être 6 coups en arrière de la tête à la fin de ce combat-là. Puis au départ, l'arbitre avait donné la victoire à l'autre personne. Ouais. Tout le monde était sous le choc, puis ça n'avait pas de sens. Tu regardais ça, c'était à répétition. En plus, l'arbitre n'arrêtait pas le combat. Comment tu t'es senti, toi, à ce moment-là? Écoute, moi, je ne m'ai jamais fait knocker dans ma carrière. J'ai tout le temps été reconnu pour avoir un bon menton. Ça veut dire que j'étais capable de prendre un coup. Écoute, je ne sais pas à quel point c'est une qualité, là, mais je veux dire, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie dans une coupe d'échange coup pour coup dans ma carrière. Mais ça, c'est la première fois que j'ai senti mes tibias devenir comme des spaghettis. J'étais conscient, mais il n'y a plus rien. On dirait que tu avais comme débranché le courant du mur. Je n'étais plus capable de me lever. J'étais complètement perdu, mais j'étais encore là. Puis là, je suis tombé sur le dos. Puis là, l'arbitre arrête le combat. Là, je vois Alessio Sakara lever les bras dans les airs. Mais là, tu vois, il y a de la confusion. Je regarde l'arbitre. Je dis, what the fuck? Mes hommes de coin capotent bien raide. Là, finalement, je me lève. Là, je suis perdu. Je suis mêlé. C'est la première fois que je me fais vraiment ébranler dans ma vie, même en entraînement. C'est jamais arrivé. Fait que, c'est vraiment nouveau. En plus, c'est chez nous. Je suis au centre belle. Je dis, tu ne peux pas perdre. Fait que là, finalement, c'est ça. Fait que là, ils retournent voir l'instant replay, la reprise. Là, tu le vois clairement. Là. Il me fait des hammerfists, il y en a 7 complètement en arrière de la tête. Et c'est à ça que ça sert les règlements aussi. L'arbitre est là supposé pour protéger les combattants. Il a mal fait sa job dans ce combat-là. Mais c'est à ça que ça sert les règlements aussi pour protéger les combattants. Et là, ben, le combat s'est viré en disqualification, donc une victoire pour moi. Puis, ça a été mon dernier combat à 185 livres parce que là, les gars, j'ai bien vu, là, Sakara, à talent égal, les gars sont. Le gabarit rentre en ligne de compte. Les gars étaient beaucoup trop gros physiquement pour moi. Oui, vraiment. Mais ça n'a pas de sens qu'il y ait eu besoin d'une reprise pour ça. Mon génie sur 2 pattes. Je me rappelle de la scène. Je pense que c'était comme à 4 pattes. Lui, il est complètement debout. Puis il tient, puis il donne des coups en arrière de la tête après 1, 2, 3. Ouais. Moi, je capotais. Je veux dire, c'était Dan Magliotta, l'arbitre aussi. Là, donc, il a fait plusieurs erreurs dans sa carrière aussi. Là, et moi, j'en ai fait partie. Oui, exact. Puis dans le vestiaire, après ça, tu viens de gagner, mais c'est pas le genre de victoire que tu vas avoir, j'imagine. T'es étourdi, t'es sûrement commotionné. C'est quoi ton mindset à ce moment-là? Je suis un peu perdu un peu dans la situation. C'est arrivé. Je suis allé voir Alessio Sakara dans son. Parce que
oui, tu sais, sur le coup, là, tu penses pas vraiment. Tu sais, je veux dire, lui, il n'a pas fait ça parce que c'est un cheap ass. Tu comprends? Là? Il a fait ça parce que, je veux dire, c'était dans l'action. Puis je le connais, Alessio Sakara. Puis, tu sais, on s'était parlé avant. Puis, je veux dire, je suis allé le voir dans le vestiaire après. Puis, je dis, bro, je dis, regarde, it is what it is. Tu sais, c'est plate. Je pense pas que tu as fait exprès. Puis, même dans les entrevues, je dis, regarde, tu sais, je pense pas qu'il a fait exprès. Tu sais, c'est dans l'action, ça arrive. Mais, écoute, ça reste c'est ça le règlement. Puis, on était dans le vestiaire. Je veux dire, toujours le fun de gagner parce que au UFC, tu doubles ta bourse quand tu gagnes. Alors, c'est sûr qu'au niveau portefeuille, c'est bien plus le fun. Mais oui, c'est sûr que j'étais un peu mêlé parce que ça s'est passé vite pareil. Je veux dire, je me fais ébranler, je me lève, là, tout le monde crie. Là, disqualification, là, je me retourne dans le vestiaire, dans la douche. Là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Là? What the fuck? J'étais un peu mêlé. Ben oui, en plus chez vous, tu sais. Ouais. En tout cas, au moins tu as gagné. Puis, tu sais quoi, on va piger une question. On va y aller avec une question. On va essayer de se tenir à la ligne directrice du concept qu'on ne suit pas. Ouais. Ton séjour en Bosnie, tu dis que c'est l'expérience qui définit la personne que tu es aujourd'hui. Pourquoi? Ben, parce que, écoute, moi, je me suis toujours sorti de ma zone de confort pour devenir meilleur. Puis je pense que c'est ça que j'ai fait aussi. J'avais 22 ans, j'étais encore quand même assez jeune quand j'ai servi en Bosnie. Puis, je suis allé là comme fantassin, donc soldat de première ligne. Donc, on est allé là, puis on s'est promené. J'ai vu complètement un autre aspect du monde. J'ai vu la pauvreté humaine aussi. J'ai vu la misère aussi. Puis, je pense que c'est important quand tu es jeune de voir autre chose. Même si moi, je viens d'une famille quand même assez pauvre. J'ai été élevé par une mère monoparentale. On n'avait pas beaucoup de moyens. On a vécu sous le seuil de la pauvreté, mais on s'en est toujours bien sorti. Donc, mais je pense que pour moi, voir ça, j'ai vu qu'il y en avait ailleurs, ça pourrait être pire si j'étais ailleurs. Je pense que tout le monde, peut-être pas tout le monde, mais dans un jeune âge, je pense qu'il faut que tu vois des choses comme ça dans ta vie. Je ne parle pas de la guerre, je parle de la façon pas de la misère non plus dans le monde, mais je parle de la réalité, réalité d'ailleurs, pour apprécier ce que tu as le plus possible ici. Puis tu regardes, moi, quand je suis allé là-bas, je suis revenu. Ça m'a comme remis les valeurs à la bonne place, même si j'étais quand même assez jeune. Puis quand je suis sorti de l'armée, je me suis juré de ne plus faire ce que je n'aimais pas dans la vie. J'ai dit, moi, c'est impossible que je ne sois pas heureux dans la vie. Il dit, il n'y a pas un chèque de paie qui méritait que je me lève le matin et que je rentrais à la job et je n'allais pas être heureux. Puis quand je suis sorti de l'armée en 2004, j'ai brisé mon contrat parce que je n'étais plus heureux dans l'armée. Je n'étais plus capable de ce système-là de discipline. Ça a l'air bizarre à dire parce que quand tu rentres dans l'armée, il faut que tu t'en attendes que c'est pas mal de la discipline. Mais moi, je n'étais plus capable de l'aspect discipline en garnison. J'adorais le métier fantassin, j'adorais le métier comme tel. Le métier de soldat, je l'adorais. Je détestais les règlements de couper les cheveux ici, puis shiner mes bottes. Ça fait partie du système militaire, mais ça, j'ai jamais fité dans ce moule-là. Mais j'étais un excellent soldat. Je finissais tout le temps dans les premiers quand on faisait des exercices parce que c'était ça ma job, moi, dans ma tête. Puis quand je suis sorti, j'ai tout mis ça en relation, puis ce que j'avais vu en Bosnie aussi, des choses comme ça, j'ai dit, moi, là, c'est pas vrai que je vais me lever le matin puis que je vais être malheureux le restant de ma journée. Puis depuis 2004, quand je suis sorti de l'armée, ça a toujours été ma devise à tous les jours quand je me lève. Oui, mais aussi, tu dis que ta mère, dans le fond, quand tu étais jeune, était malade. Puis, ou elle s'était blessée, un des deux. Puis tu t'en as occupé, puis tout. Fait je pense que toute cette expérience-là, tout ce vécu-là t'a aidé par après à être un party boy. Mais non, à faire justement ce que tu aimes puis à travailler fort. Je pense que tout ce bagage-là que tu as vécu au départ a fait la personne que tu es. Ben absolument. Moi, ma mère, quand j'avais 10 ans, elle a eu une grosse blessure au dos en travaillant. Elle a tombé sur le dos. Puis pendant 2 ans de temps, elle était pas capable de marcher. Donc, je veux dire, à un moment donné, puis mon père n'était pas là. Mon père n'a jamais été là. Non? Puis, il fallait s'occuper de la maison. Il fallait continuer à faire l'épicerie. Donc, j'avais 10, 11 ans. J'allais à l'épicerie en taxi. Je faisais l'épicerie, je ramenais en taxi. J'ai eu
J'ai eu des responsabilités quand même, j'ai eu des responsabilités quand même assez jeunes, mais ce qui a fait, ce qui a bâti une relation super tight entre moi et ma mère, puis moi, j'étais un enfant unique aussi. Fait que, on est devenu une équipe plus qu'une famille, je pense. Ouais. On s'est aidé énormément. Puis, quand je suis parti à 19 ans pour l'armée, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, j'en reviendrai jamais. C'est pas parce que je veux pas revenir. Mais là, c'est le temps que tu t'occupes de toi. Moi, je vais aller m'occuper de moi-même. Là, pense à toi. Tu en as assez fait. Quand je suis parti à 19 ans, j'ai juré que je n'allais jamais revenir, puis je suis jamais revenu. Ben, je suis revenu, mais je ne suis jamais revenu vivre chez nous. Puis ta mère, elle a trouvé ça comment que tu deviennes un combattant? Je sais que c'était difficile pour elle de regarder les combats, ça la stressait bien gros. Écoute, ma mère, je n'ai pas donné de chance. Je suis rentré dans l'armée, puis après ça, je suis devenu combattant. Je veux dire, son choix de carrière pour son kid, c'était pas mal plus docteur que combattant dans une cage, je confirme. J'imagine. C'est sûr que ça a été très, très difficile au départ. Elle ne comprenait pas beaucoup mon choix. C'est sûr que, en 2004, quand je suis tombé au UFC, c'était pas populaire comme aujourd'hui. C'était assez underground. Puis, on appelait ça des combats ultimes. Il n'y avait pas le thème arts martiaux mix, ça n'existait pas. On appelait ça des combats extrêmes. C'était complètement différent. Là. Fait que, mais après des années, quand elle a vu que c'était ma passion, puis je prenais ça au sérieux, puis je m'entraînais vraiment fort pour ça. Puis à un moment donné, j'ai eu du succès là-dedans. Ben, elle a emboîté le pas, puis elle a dit tant que tu es heureux, mon gars, vas-y, je vais t'appuyer. Mais ça y a pris quand même à peu près 7-8 ans avant de regarder un combat en direct. Elle les regardait après, quand elle savait le résultat, mais en direct comme tel, ça a pris vraiment du temps. C'est comprenable. C'est très comprenable. Moi, ça me fait penser un peu à ma situation. Ma mère est malade, elle a de la sclérose en plaques depuis que j'ai 9 ans. Puis à partir de l'âge de... Ben, je me suis occupé d'elle toute ma vie, là. Mais à partir de l'âge de peut-être 15 ans, je suis parti vivre à 100% chez ma mère. Puis ça me faisait exactement penser à la même chose. Moi, je me levais dans la nuit parce que je l'entendais crier parce qu'elle était tombée à terre puis elle ne pouvait plus se relever. Ma mère, elle ne marche plus, elle ne bouge plus vraiment. Ouais. Fait qu'il fallait que j'aille m'en occuper, il fallait que je l'aide à aller aux toilettes, faire à manger, des choses comme ça. Puis dans ce genre de situations-là, qui ne sont pas des belles situations, qui ne sont pas des tu sais, ma mère, c'est pas le fun ce qu'elle vit. Non. Mais quand on fait partie de cette vie-là, puis que nous, on contribue à la vie de quelqu'un d'autre, à un jeune âge ou à peu importe l'âge, ça nous aide après ça pour tout le restant de notre vie. Ça nous amène un bagage tellement important, ça nous fait voir une réalité, une toute autre réalité, comme quand tu es allé à l'armée. Ouais. Je pense que ça t'amène beaucoup de résilience. Je pense que ça t'amène beaucoup de ne pas accepter de ne pas réussir. Exactement. Ben moi, j'ai souvent dit, moi, j'avais des grosses crises d'anxiété puis d'angoisse quand j'étais jeune. Puis je m'en rappelle, à un moment donné, j'étais en face d'elle, puis elle m'aidait à vivre ça. Puis j'étais comme, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de me laisser affecter comme ça. J'ai pas le droit. Ouais. Puis, parce que toi, tu combats ça, puis ma mère, c'est une championne. Là. Ma mère, la femme la plus positive sur la planète, a fait tout ce qu'elle peut pour aider les gens, malgré la situation qu'elle a. Puis jamais tu vas l'entendre chialer. Là. Jamais, jamais, jamais. Fait que moi, ayant un exemple comme ça, je peux pas me permettre. Je veux pas me le permettre. Puis ça me faisait penser à ça. Une petite parenthèse. Ah, je comprends à 100%. Ouais. Donc, avant qu'on pleure, je vais sortir d'autres sujets. Ouais, parce que moi, là, honnêtement, moi, j'étais un braillard. Ah ouais, c'est vrai? Moi, j'étais un braillard. Je peux regarder un film et avoir les yeux pleins d'eau. Puis moi, j'étais un gars quand même assez sensible. Moi, j'étais un braillard. Ma belle-sœur n'arrête pas de rire de moi parce qu'elle me dit attends, tu vas pleurer. Genre, je ne vais pas pleurer, là. mais c'est drôle à dire, mais ouais, c'est ça. Mais moi aussi, j'étais un braillard. En fait, moi, j'ai surtout un type de film que c'est sûr que je braille. Moi, j'ai comme eu des daddy issues quand j'étais jeune. Fait que chaque fois qu'il y a un film qui a des daddy issues puis que son père est comme à la fin, je suis fier de toi, mon gars. Ça me fait pleurer. Écoute ça. Moi c'est Marley et moi. Tu sais, je pense que tout le monde a vu ce film-là, puis c'est un Golden, puis il meurt à la fin. Moi, j'avais perdu mon Golden, justement, genre 2-3 mois avant que je vois ce film-là en vrai. Mais ce film-là, je l'ai vu dans l'avion en revenant de Las Vegas. Puis là, je suis dans l'avion, j'écoute ce film-là, puis j'ai dit, je n'écouterai jamais ce film-là. Je n'écouterai jamais ce film-là. Je suis dans l'avion, je dis, whatever.
Fait que là, je suis en de retour pour revenir à Montréal. Là, j'écoute ça. Là, à un moment donné, là, à la fin, ça arrive. Là, et là je coule. Puis là, il y a du monde autour. Là, j'essaie de me cacher. Là, je suis de même. Je suis, voyons donc, ça va pas dans l'air. Et puis là, la fontaine, elle commence à descendre. J'écoutais ça dans l'avion, puis je n'ai jamais réécouté. 2 minutes après, en sortant, il était dans un party avec Paris Hilton. Yes. OK, un autre papier. Ton premier camp d'entraînement versus ton dernier camp d'entraînement. Ben, écoute, mon premier camp d'entraînement, ça se passait à Québec. Mon premier équipe qui s'appelait Team Union. L'entraîneur, c'était Philippe Lagacé. Puis lui, je dois ma carrière aussi. En même temps que, égalité avec Fabio Holanda. Il est dans le documentaire qu'ils ont fait sur moi, le combattant aussi. Là, il est là. Puis, puis Phil, lui, il m'a pris sous son aile quand j'étais arrivé. Puis lui, c'est le premier qui a vraiment cru en moi. Puis on n'avait pas les connaissances qu'on avait aujourd'hui. Puis là, on appelait ça, nous autres, des puke training. Donc, des trainings à vomir. Ouais. Quand on se préparait pour un combat, ben, on faisait beaucoup de puke training. Donc, c'est une série d'exercices pour te pousser à fond. Puis, tu sais, là, je levais un gars. Après ça, j'allais frapper sur le sac. Après ça, je tirais des cordes. Après ça, tu sais, c'était comme un circuit, un entraînement en circuit qu'on appelle aujourd'hui, mais ça n'existait pas dans ce temps-là. Mais nous autres, on appelait ça des puke training parce que 90% du temps, je vomissais à la fin. Puis, c'était ça, nos camps d'entraînement. Avec les années, j'ai compris que faire du sparring 4 à 5 fois par semaine, ça ne donnait rien. De se faire taper sa tête pendant 4 jours sur 5, 4 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, c'est complètement ridicule. Mais je l'ai fait pendant des années, justement à cause qu'on n'avait pas les mêmes connaissances. Le camp d'entraînement que j'ai fait le dernier, écoute, je faisais du sparring 1 fois par semaine, beaucoup de répétitions. J'avais compris comment mon corps marchait aussi. Les camps d'entraînement, c'est jamais facile parce que tu essaies toujours de pousser plus la machine pour que le combat soit facile. Donc, tu essaies que l'entraînement soit difficile pour que le combat soit facile. C'est une fausse idée conçue qu'on essaie de se faire. Là. Mais c'est pour ça que les blessures arrivent beaucoup plus souvent en entraînement qu'en combat. Parce que on est fatigué, on pousse. Mais le dernier camp d'entraînement aussi que j'ai fait, c'est que je savais que c'était mon dernier. Je savais que c'était mon dernier camp d'entraînement pour mon dernier combat. J'étais seul à le savoir. Je n'avais pas parlé à personne à part à mon coach. Même ma femme ne le savait pas. Mais je voulais vivre ça tout seul. Je voulais vivre ça à moi. Je voulais que tous ces moments-là ne soient pas partagés par personne. Je savais que c'était la dernière fois que je faisais mon camp d'entraînement, la dernière fois que j'avais fait une coupe de poids, la dernière fois que j'allais marcher vers l'octogone. Tout ça, je voulais vivre ça tout seul pour apprécier ce moment-là à 100%. Fait que ça a été un camp d'entraînement que je me souviens encore quasiment jour pour jour. Puis, est-ce qu'il y a eu un camp d'entraînement qui sortait un peu plus de l'ordinaire? On dirait des fois, il y a des combattants qui vont, admettons, je ne sais pas, là, je vais nommer Puerto Rico, je ne sais pas quel pays. Oui, bien, j'ai 2 camps d'entraînement qui se sont passés en Thaïlande, à Phuket, avec Tiger Muay Thai, dont le combat que j'ai fait pour la finale de The Ultimate Fighter quand j'ai coaché Team Canada. Ça a été une expérience incroyable là, pour moi. Ça a été vraiment, vraiment cool. Puis je suis retourné après faire un autre camp d'entraînement, le combat d'après, pour un autre combat. J'ai fait des camps d'entraînement à Boston, à New York. Je voyageais j'ai tout le temps voyagé pendant mes camps d'entraînement pour aller voir d'autres choses, me sortir de ma zone de confort. Mais je revenais toujours à mon camp de base, évidemment, pour finir mon camp d'entraînement. Mais ça a toujours été, puis même mon coach, Fabio, m'a toujours encouragé à voyager. Il m'a toujours dit, regarde, va voir d'autres choses, parce que là, ici, tu t'entraînes toujours avec les mêmes personnes, tu commences à les connaître, tu connais les patterns, tu connais leurs forces et leurs faiblesses. Va voir du monde que tu ne connais pas. Fait que, je connais tellement de monde dans ce monde-là aussi. Fait que j'appelais, je peux-tu venir? Ah, viens-t'en. Moi, j'ai pas de beef avec personne dans ce monde-là. Fait que, j'ai tout le temps été bien accueilli partout. Puis je pense que c'est important d'aller voir autre chose aussi, de voyager, puis justement, de sortir de sa zone de confort pour devenir meilleur. Oui, mais j'imagine aussi que tu vois des techniques différentes qui sortent un peu plus de l'ordinaire ou des façons de faire, etc. C'était quoi, mettons, des trucs que tu as peut-être fait une fois, mais que tu as vraiment apprécié ou que tu as vraiment aimé découvrir comme type d'entraînement? Ben, chaque équipe a comme une façon bien à eux de s'entraîner. Ils ont des spécialités aussi. Je veux dire, ici, Fabio Holanda, lui, sa spécialité, c'est le Kimura. Donc, c'est une clé de bras, mais une clé d'épaule plus. Il va te montrer comment la prendre de partout. Chacun
chaque équipe a comme une spécialité. Si tu t'en vas t'entraîner avec Renzo Gracie à New York, eux autres, c'est la guillotine. Eux autres sont très forts sur la guillotine. Tu t'en vas à Thaïlande, bien évidemment, eux autres, c'est dans le clinch, c'est debout au corps à corps, les coudes, les genoux, la boxe thaïlandaise, les coupés dans les jambes. Eux autres, c'est ultra, c'est leur sport national, la boxe thaïlandaise. Fait, c'est comme le hockey ici, ils sont très, très, très solides. Fait, c'est ça que je pense que c'est important quand tu voyages, c'est d'aller voir les forces de chaque équipe, d'être capable d'en ramener un petit bout avec toi pour mettre dans ton jeu après. Oui, 100%. Très cool. On va passer à une autre question. Ça fait combien de temps qu'on fait ça? Je sais pas. Environ 1h30, je pense. On Déjà? va closer les questions. Puis après ça, je vais te montrer des photos que j'ai trouvées rapidement. On va dire, je pense que j'ai préparé ce podcast-là en quelques jours, en 4 jours environ, parce qu'on l'a finalisé quand même dernière minute, le timing. Juste te dire, j'ai écouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, environ 6 podcasts d'1h30. OK. J'ai assez de ton histoire. C'est pour ça que j'essayais de faire différent. J'essayais d'aller chercher des petites pistes qui n'avaient pas été empruntées. Fait qu'on on va continuer ça. Ah ouais. Là, je vais essayer de te faire pleurer, Patrick. Dans ta carrière, dans le fond, tu as battu Anderson Silva. Tu l'as pas battu. Tu l'as combattu Anderson Silva pour un combat de championnat du monde. Tu as affronté Tito Ortiz pour ton premier combat dans la UFC en main event, ce qui est complètement un peu sauté, vu que ce gars-là était, comme tu dis toujours, le Golden Boy. Sinon, tu as été le premier Québécois à faire un main event dans la UFC. Tu as été le Canadien qui détient le plus de combats dans la UFC. Tu es la voix qui représente la UFC au Canada. Tu as plusieurs entreprises. Tu as une carrière maintenant de comédien. Tu as une famille de papa, maman. Tu as une famille de papa, maman, ça vient d'où ça? Mais quand justement tu es rentré dans l'armée, parce que tu disais que tu n'avais pas d'éducation puis que tu ne savais pas quoi faire de ta vie. Si tu étais ce petit gars-là, justement, dans ce temps-là, là, puis tu savais tout ce que tu allais accomplir, tu y croirais-tu? Ben, c'est dur parce que, tu sais, quand j'ai commencé à faire ce sport-là, c'était vraiment pas populaire, c'était vraiment underground. Mais j'ai jamais commencé quelque chose sans être persuadé que j'allais réussir. Tu sais, j'ai pas réussi tout dans ma vie, sauf que quand j'ai échoué, ce que j'ai commencé, j'ai toujours grandi de ça, puis j'ai appris énormément. Ça m'a fait avancer. J'aurais aimé ça, gagner tous mes combats sans jamais perdre, mais c'est pas ça la réalité. Mais j'ai continué quand même là-dedans parce que justement, c'était ma passion. Puis, j'avais un plan. Moi, je parle beaucoup, dans mes conférences, je parle beaucoup du plan. J'avais un plan A, moi. J'ai jamais eu de plan B. J'avais un plan A. Si j'avais eu un plan B, ça m'aurait donné l'occasion d'échouer mon plan A. Mon plan A, c'était de me battre pour le championnat du monde de l'UFC quand j'ai commencé dans ce sport-là. J'ai commencé ma carrière à l'UFC avec 4 défaites de suite. Il y a différentes façons de te rendre en haut de l'arbre. Le plan A, si ça va bien, tu passes par le tronc. Sinon, tu passes par les branches autour, mais tu vas toujours te rendre au sommet pareil. C'est ce que j'explique dans mes conférences. Moi, j'ai pris toutes les branches qui existent. Ça a été long. Mais ça m'a pris 8 ans avant de me rendre en combat de championnat du monde. Mais je suis arrivé. Ça a pris du temps. Mais c'est parce que j'ai stické sur mon plan A. Mon plan A, c'était ça. Si j'avais eu un plan B, là, jamais j'aurais été capable de me rendre. Tu as de différentes branches, mais c'était ça. C'était ça mon but. C'était ça mon but à atteindre en premier. Puis j'ai toujours travaillé là-dessus, malgré les embûches, malgré la difficulté. Si tu me dis, dans ce temps-là, je suis rentré à 19 ans, là, je ne savais pas trop ce que je voulais dans la vie, je ne savais pas trop ce que j'allais faire. Je n'avais pas l'intention de faire carrière dans le monde du sport non plus, parce que je n'étais pas un grand athlète, même si j'ai fait du sport toute ma vie quand j'étais jeune, mais il reste que je n'étais pas un athlète né comme tel, mais j'étais un travaillant. Je suis rentré dans l'armée, comme je te dis, j'aimais ce métier-là, à part le point de vue garnison, là, discipline. Mais quand je suis sorti de l'armée, j'ai lancé un 25 cents dans les airs. Là. Je suis sorti de l'armée, puis j'ai essayé de faire carrière dans ce monde-là, qui était, pourcentage peut-être de 5 %, mais j'y ai cru, puis ça a marché. Puis
c'est quoi ton nouveau plan A? Écoute, mon nouveau plan A, c'est que ma journée de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui. Ça a toujours été ça. Juste ça! C'est... Ben, écoute, déjà là, c'est quand même bon. Mais mon plan B, tu sais, regarde, m'a dit de quoi. Le monde, il me trouve bien drôle quand je dis ça, il me trouve bien stupide des fois. Mais honnêtement, là, on parle de ma carrière de comédien. Là. Moi, là, je pense vraiment à un moment donné, je vais gagner un Gémeaux. Honnêtement, moi, je m'enligne là-dessus. Moi, dans ma tête, tu sais, quand j'ai commencé à faire le UFC, moi, je voulais être un champion du monde. Je voulais avoir la belt autour de moi. Je me suis rendu au combat de championnat du monde contre toute attente, malgré le talent, pas le grand talent que j'avais, puis malgré un début de carrière de 4 défaites de suite, tout le monde avait lancé la serviette. Mais on dirait que ça m'a motivé encore plus, puis je me suis rendu là parce que j'y croyais. Aujourd'hui, parce que j'ai travaillé aussi. Aujourd'hui, je trouve que mon parcours dans le monde artistique en tant que comédien, mon début de parcours ressemble à ça. Tu sais, je suis rentré par la grande porte à l'UFC, par le main event contre Tito Ortiz. Je commence ma carrière en comédien, déjà avec des troisième mots parlés, deuxième mots parlés. On a sauté par-dessus la figuration. Ça commence extrêmement rapide, comme ma carrière professionnelle d'athlète. Ouais. Puis, je continue à travailler super fort, comme que j'ai fait dans ma carrière. Pour moi, là, ça se ressemble tellement, ces deux carrières-là, parce qu'il y a tellement de similitudes d'investissement de temps et d'investissement d'argent aussi, de discipline, que c'est ça mon plan A. Mon plan A, c'est de gagner un Gémeaux, man. Let's go! Mais tu vois, il y a un... Moi, je sais pas si tu suis Logan Paul un peu là, avec tout ce qui se passe avec Mayweather. Mais je sais pas si tu es un gros fan de ce gars-là. Mais Logan Paul, dans un podcast, il se fait vraiment poser la question par un de ses amis. C'est son podcast. C'est le podcast à Logan Paul. Puis il dit, son ami, il dit, tu sais, là, on va se dire les vraies choses. Là. Avec Mayweather, mettons, là, c'est quoi tu penses qui va arriver? Tu penses-tu que là, il commence à nommer des affaires, tu penses-tu que tu vas le knocker? Puis direct, Logan Paul, il le coupe, il dit ouais. Mais tu le vois dans son visage, c'est pas un ouais cocky, c'est pas un ouais semblant de confiance, c'est un ouais. Il est confiant de ça. Mm-hmm. Il croit. Puis c'est ça qu'il faut dans la vie. Faut que tu y crois, même si ça paraît impossible. Absolument. Absolument. T'sais, si tu n'y crois pas, comment fais-le pas? T'sais, je veux dire, c'est sûr que tu vas failer. C'est sûr que tu vas. C'est sûr que tu ne réussiras pas. T'sais, peu importe, là. Si tu y crois, puis si tu ne travailles pas aussi. Moi, je pense, puis encore une fois, je veux dire, tu contrôles ce que tu peux. Là. Puis être capable de ne pas être nerveux, pas être capable d'être anxieux, pas être capable de contrôler ce que tu veux, bien ça, tu te prépares. Puis en étant préparé, moi, je n'étais jamais nerveux avant un combat. Le monde dit comment ça? Bien, c'est sûr que je réalisais que je ne m'en allais pas cueillir des fleurs, là, mais il reste que pourquoi je n'étais pas nerveux? Parce que je n'avais pas triché dans mon entraînement, je n'avais pas triché dans ma nutrition. J'arrivais dans la meilleure forme physique et mentale que je pouvais. Donc, si ce soir-là, je me faisais battre, ben, c'est parce que là, il était meilleur que moi ce soir-là. Mais c'était pas de ma faute comme tel. J'ai tout fait ce qu'il pouvait pour arriver à la meilleure version de moi-même. Ouais. Je pense que c'est ça aussi. Tu te prépares, puis après ça, ben, il arrive ce qui arrive. Exact. Je suis confiant que tu vas le gagner, moi, ce trophée-là. On s'en reparlera si ça arrive. Yes. OK, je vais te présenter. J'ai trouvé quelques photos. J'ai essayé de trouver du matériel, des photos de toi plus vieux, plus jeune, etc. Mais je sais que tu as un compte personnel, là, puis que c'est là-dessus que tu mettais ça. À cause d'un moment donné, il est arrivé un truc. Fait que j'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai trouvé quelques trucs. Fait qu'on va aller voir ça. OK. Je vais te partager mon écran. Donc, première photo. Patrick Côté qui signe des autographes. Ouais. Qui a vraiment un beau swag de combattant. Ouais, écoute, moi, j'étais commencé par ce chandail-là, c'est le chandail le plus laid que j'ai eu de toute ma vie, mais il donnait beaucoup d'argent. C'était une compagnie, c'était One More Round. Puis, écoute, c'était dégueulasse. Ils ont fait un chandail avec une espèce de panthère sur le dessus. Puis, là, Predator, ça va être nice. Puis, en plus, ce chandail-là, en arrière, tu ne le vois pas, mais c'est marqué Predator avec des diamants. C'est dégueulasse. Wow. Écoute, mais cette compagnie-là m'a donné beaucoup, beaucoup d'argent là, quand j'étais commandité par eux autres. Mais leur linge était affreux. Là. Puis, c'est comment de juste
être là, signer des autographes, il y a des gens qui viennent te voir. Tu sais, quand tu passes le step de inconnu à quelqu'un te demande un autographe, il y a de quoi qui se passe. Oui, c'est très plaisant. Il y a du monde que j'ai vu peut-être une centaine de fois, 3 fois que j'étais là, il arrivait et il me demandait des autographes. Je dis, c'est pas ça là que je t'ai donné l'année passée. Alors, tu sais, je veux dire, il arrivait avec des photos que je n'avais jamais vues de ma vie. Là, je dis, OK, on sait. Je n'ai jamais dit non là-dessus. Moi, j'ai tout le temps apprécié ça. Puis je me suis dit, regarde, à 50 ans, quand ça n'arrivera plus, là, je vais m'ennuyer de ça. Puis, tu sais, je compte tout le temps une anecdote là-dessus parce que je me fais souvent, souvent demander si j'avais déjà signé des seins. Tu sais, tu t'as déjà signé des seins, tu sais, comme dans les films, tu vois ça. Il dit, ouais, mais la réalité, c'est que les 5 que tu veux signer, c'est jamais ceux-là que tu signes. C'est tout le temps les 5 que tu veux pas signer, c'est tout le temps eux autres qui te disent, hey, tu peux-tu me signer? Là, t'es là, ah, OK. Fait que là, tu peux marquer ton nom quasiment au complet. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est l'anecdote des signatures des 5. Ben, en tout cas, est-ce que tu as fait ça aussi pour les livres que tu as sortis? T'étais-tu dans. Oui, ben, le premier que j'ai sorti, c'était en 2016. J'ai fait plusieurs salons du livre Ouais, c'est avec, ça, euh, le avec salon du ça. livre. Donc, ça a été bien. Le deuxième, j'ai sorti en pleine pandémie, fait qu'on ne pouvait pas faire vraiment de lancement. Ah, c'est vrai. C'est pas un bon timing pour les signatures. Non. On va aller voir un autre. Pas celle-là, celle-là. Dans le Ouais, fond, ça, c'est ma dernière entrevue avec Joe Rogan. Puis je trouve ça vraiment cool ce qu'ils ont fait parce que j'ai perdu ce combat-là. D'habitude, ils ne passent pas en entrevue, les perdants. Mais ils ont vu que j'ai mis mes gants dans l'octogone. C'est un signe, c'est comme un signe universel en voulant dire OK, c'est la fin, je prends ma retraite, je laisse mes gants dans l'octogone. C'est la dernière fois que j'ai foulé le tapis de l'octogone de l'UFC. Puis Joe Rogan, ça fait des années qu'on se connaît, on a une bonne relation. Puis, ça fait des années que je me bats pour l'UFC. Donc, je suis connu dans l'organisation. Il est venu me faire une entrevue pareille, même si j'avais perdu. Puis, lui, il a compris aussi quand il a vu mes gants, à terre. Fait que j'ai été capable de faire un message, de remercier les partisans, surtout en français, en anglais, puis remercier l'organisation. Puis, ça a été un point final. Puis, je trouve ça cool que Joe Rogan a fait ça là, pour moi. ben oui, puis étais-tu capable de profiter du moment présent à ce moment-là? Est-ce que tu te rappelles vraiment les sensations que tu avais, le feeling de la foule, etc.? Ben oui, écoute, on était à Buffalo, puis je trouve ça cool pareil parce que, quand j'ai dit ça, j'ai dit c'est la fin, puis merci les fans. J'étais à Buffalo, là, fait que, je ne suis pas un Ouais. Américain, là, puis tout le monde s'est levé, ils m'ont donné un standing ovation. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Ça a fait OK, wow. OK, fait que, je m'en aurais attendu à Montréal, je m'en aurais attendu au Canada. Mais Mm. là, à Buffalo, c'est sûr, il y avait probablement beaucoup de Canadiens pareils, mais il reste que ça a été le fun de voir la réaction du monde puis me dire un dernier salut comme ça, j'ai vraiment apprécié. Puis est-ce que ça te manque un peu, pas combattre, mais la foule, justement, tu sais? Ça va toujours me L'énergie. manquer. Ça va toujours me manquer. Le sport ne me manque pas. L'entraînement ne me manque pas non plus. L'entraînement comme ça, la diète ne me manque pas, certainement pas. Mais il reste que, le fait de voyager avec mon équipe, la semaine de combat, on rentre comme dans une famille, une autre famille avec les membres de mon équipe, la marche vers l'octogone, Joe Rogan, Bruce Buffer qui crie ton nom, 20 000 personnes au Centre Bell qui chantent des chansons avec mon nom de famille. Ça, là, je vais toujours m'ennuyer de ça. Mm. Mais ces moments-là, je les ai vécus, ils sont bien ancrés en dedans de moi, puis c'est des souvenirs que jamais je vais oublier, puis que encore aujourd'hui, après tant d'années, j'apprécie encore ça. Quand j'y repense, je me dis, wow, ça, c'était fucké, c'était vraiment fucked up, mais crème, je les ai vécus ces moments-là, puis c'est en dedans de moi pour toujours. Exact. Tu vois, moi, c'est un de mes objectifs de. Moi, je me dis toujours de remplir un Centre Bell pour, je sais pas quoi encore, mais peut-être un talk show live devant public, peut-être un truc plus humoristique. Je sais pas encore la branche à 100% ou le mix de ce que je veux faire. Tu sais, je t'en ai déjà parlé, là, que j'ai comme plein d'idées, mais je sais jamais, Ouais. on ne sait jamais c'est laquelle qui est la bonne. Mais j'aimerais me rendre là, justement, être capable de réaliser quelque chose devant une aussi grande foule, devant autant de monde, puis d'avoir, tu sais, de filer cette atmosphère-là, puis cette énergie-là d'une foule aussi énorme. Tu sais. Ouais, parce que,
malheureusement, j'ai bien beau te l'expliquer, mais tu ne sais pas c'est quoi. Puis, j'ai beau l'expliquer à mes amis, j'ai beau l'expliquer à ma femme, je ne peux pas l'expliquer. C'est comme quand tu sautes en parachute, tu dis hey, quand tu sautes, ton cœur reste dans les airs. Ben, tu ne sais pas tant que tu ne l'as pas fait, mais c'est un peu la même chose. Exact. T'es quand même. T'es pas chanceux, là. Je vais pas dire que t'es chanceux, là, mais t'es chanceux, Pat. C'est bon chien. Yo, t'es base. Fait que, dernière photo. Oups. Je peux plus aller dans mes photos. Ah, j'ai arrêté le partage, Pat. Ben oui, je t'avoue. Hein. J'ai. Ça, c'est mes talents de. Je pense que je suis un gars de 60 ans dans ma tête avec l'Internet, là. Partager l'écran, on repartage ça. Le dernier, ton combat avec Tito Ortiz. Ouais. Mon Dieu, que mon chien est désagréable. Mais ton combat avec Tito Ortiz, premièrement, là, c'est quoi le feeling de devoir, parce que faut le dire, tu as remplacé quelqu'un pour ce combat-là, puis tu as accepté ça quand même à ces dernières minutes. C'est quoi le feeling mentalement, de comment tu places ton mindset à être nouveau, ton premier combat? Ben, j'en ai pas eu de temps. Je pense que c'est ça qui m'a aidé. J'ai pas eu le temps de penser que j'allais affronter Tito Ortiz, que j'allais être le main event, mon premier combat au UFC. Ça s'est passé tellement rapidement. Puis ça m'a aidé parce que j'ai pas eu le temps d'être nerveux. J'ai pas eu le temps d'y penser. À 4 jours d'avis, on m'a dit OK, tu veux-tu remplacer le main event contre Tito Ortiz, le gars qui est ton screensaver? C'est ton ordi. Je dis, ben, OK, go, on y va. Fait que ça s'est passé tellement vite. Je pense que ça a joué en ma faveur, ça, de ne pas être trop nerveux. Puis quand je suis rentré dans l'octogone, il était en avant de moi. Puis ce gars-là, c'était un monument. Je veux dire, c'était l'ancien champion du monde. C'était un de mes idoles aussi. Puis que, je me suis dit, regarde, j'ai rien à perdre, whatever. J'ai perdu ce combat-là, mais tout le temps, j'ai gagné la soirée. Je n'étais pas supposé être là. Puis finalement, j'ai resté jusqu'à la fin. Il n'a pas été capable de me finir. Tout le monde savait j'étais qui après ce combat-là. Puis personne ne parlait de la victoire de l'UFC, de Tito Ortiz, mais tout le monde parlait du nobody canadien qui s'est rendu jusqu'à la fin en mangeant 300 coups de coude dans la face, mais qui était encore capable de combattre à la fin. Fait puis quand tu dis tantôt, je ne vais pas dire que tu es chanceux, mais tu es chanceux. Cette décision-là que j'ai prise, c'est l'opportunité qu'on m'a donnée de rentrer par la grande porte au UFC. On m'a demandé si je voulais ou pas. C'est cette décision-là qui fait qu'on se parle aujourd'hui. J'ai pris cette. Moi, je pense que, je pense souvent que la chance n'existe pas, c'est des opportunités. Tu es prêt ou tu ne les prends pas. Tu crées des opportunités à faire ta propre chance, entre guillemets, si tout le monde y trouve chanceux. Mais aujourd'hui, ce que j'ai aujourd'hui, point de vue matériel, la vie que j'ai aujourd'hui, tout ça repose sur une seule décision. C'est ce combat-là, le 22 octobre 2004. Puis, quand on parle de croire en soi, tu croyais-tu en toi à ce combat-là que tu pouvais le knocker? À l'arrivée, quand je l'ai vu le premier coup à l'hôtel, non. Quand j'ai mis le pied dans l'octogone, j'ai regardé l'autre bord, j'ai dit c'est sûr, je le knock. C'est sûr, je le knock. C'est sûr et certain fait que oui, j'y ai cru. J'ai cru jusqu'à la fin. Puis je pense que c'est pour ça que je me suis rendu justement à la fin. Je n'ai pas give up, même si je me suis fait dominer au niveau de la lutte, au niveau du ground and pound. Who cares? Personne ne s'en souvient de ça. Tout le monde se souvient que même après 14 ans de carrière dans l'UFC, on me présentait avant les combats, on montrait encore des images de ce combat-là. Ouais. Ben oui, c'est légendaire. C'est légendaire. Ouais. Donc, un gros merci, Pat, pour le temps que tu as pris avec nous autres aujourd'hui. Je te félicite pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu accomplis encore. Je pense qu'en résumé, tu es un gars ultra travaillant, passionné, qui croit en lui, puis ça te mène à des belles choses. Donc, merci beaucoup de ton temps, ça a été super cool. Merci, Pat. Fait que, ciao, guys, au prochain épisode.